Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question, une perception quasi universelle. Notre source du jour, The Velocity of French Phonetics, pose la question très directement. Pourquoi est-ce que le français donne l'impression d'être parlé, eh bien, à la vitesse de la lumière? C'est une question que tout le monde s'est déjà posée, je crois. Absolument. Et pour une oreille qui n'est pas francophone, l'expérience est très particulière. On a cette impression d'un flot continu. Un flow très musical, presque hypnotique. Oui, mais aussi, il faut le dire, un peu intimidant. Les mots ne semblent pas se suivre, ils semblent se fusionner. Comme s'ils se télescopaient les uns dans les autres. C'est ça. Et la mission qu'on se donne aujourd'hui, avec notre source, c'est de comprendre si cette vitesse est une réalité qu'on peut mesurer ou si c'est une sorte d'illusion auditive. Et la source, d'ailleurs, nous oriente tout de suite. Elle nous dit « Laissez tomber le chronomètre, ça ne sert à rien Ah bon ». Oui, la clé du mystère, ce n'est pas la vitesse d'élocution, mais c'est l'architecture même de la langue. Sa mécanique interne, en quelque sorte. D'accord. Donc on va plonger ensemble dans cette mécanique pour voir comment la structure du français euh, peut tromper notre cerveau. Exactement. Pour lui faire percevoir une vitesse qui, en fait, n'est pas vraiment là. C'est une exploration de la musique du français, mais aussi de sa machinerie. Alors, commençons par ça, par cette idée de vitesse réelle. La première révélation de la source est assez surprenante. On se dit, logiquement, si ça sonne vite, c'est que les gens parlent vite. Ben oui, Eh bien, apparemment, si on mesure le nombre de syllabes par seconde, le français n'est pas du tout champion du monde. loin de là. Les études comparatives que la source cite montrent que des langues comme l'espagnol ou même le japonais ont un débit syllabique brut, disons, beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'un hispanophone prononce plus de syllabes par seconde qu'un francophone. En moyenne, oui. Et pourtant, l'espagnol n'a pas cette réputation de vitesse un peu fleu, continue. C'est ça qui est troublant. Si les chiffres nous disent que non, les francophones ne sont pas les plus rapides, pourquoi cette impression est si tenace? D'où vient ce décalage? Et là, on touche au cœur du sujet. La source fait une distinction qui est fondamentale. Laquelle? La différence entre la vitesse articulatoire, donc ce qu'on peut mesurer, et la vitesse perçue, qui est une interprétation de notre cerveau. Une construction en fait. C'est exactement ça. C'est une illusion d'optique, enfin, une illusion auditive. Notre cerveau n'est pas un appareil de mesure neutre. D'accord. Il analyse les sons en se basant sur les schémas qu'il connaît, ceux de notre langue maternelle. Et quand il entend les schémas du français qui sont très différents, eh ben son interprétation est faussée. Il conclut à vitesse excessive. Donc ce n'est pas la performance des gens qui parlent, c'est la structure de la langue elle-même qui envoie de mauvais signaux à une oreille qui n'est pas habituée? C'est tout à fait ça. Alors quel est le premier de ces signaux trompeurs? La source parle beaucoup de rythme. Oui, c'est la base de tout. C'est le socle de l'illusion. Le français est ce qu'on appelle une langue à rythme syllabique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, en gros, chaque syllabe qu'on prononce a à peu près la même durée. Ah oui. Imaginez un collier de perles où toutes les perles sont identiques. C'est un peu ça, le rythme du français. Et la différence avec l'anglais par exemple? J'imagine que le contraste est fort. Précisément. L'anglais, lui, est une langue à rythme accentuel. Rythme accentuel. Dans ces langues, ce ne sont pas les syllabes qui ont une durée égale, mais l'intervalle de temps entre les syllabes qui sont accentuées, les syllabes fortes. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe entre ces syllabes fortes? Eh bien, tout le reste est compressé. Les syllabes non accentuées sont raccourcies, elles sont presque mangées, leurs voyelles sont réduites à un son très neutre, très court. Attendez, pour être sûr de bien suivre. En anglais, on aurait des syllabes piliers, longues et claires. C'est ça, les piliers du rythme. Et entre, des syllabes plus faibles, plus rapides, qui sont juste du remplissage. C'est une excellente image. La source utilise une analogie qui marche très bien. L'anglais, avec cette alternance, ça ressemble à du code morse. Du code morse. Oui, un rythme un peu syncopé, du genre court, long, court, court, long. Ti-ta, ti-ti-ta. L'oreille s'accroche à ces tas, à ces pics pour découper le discours. D'accord, je vois. Et le français avec son collier de perles? Le français, lui, ce serait plutôt une rafale de mitraillettes. Ou un métronome. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Ah oui. Un flux constant. Et pour une oreille anglophone qui cherche désespérément ses points d'ancrage, ses syllabes longues, c'est déroutant. Elle n'en trouve pas. Donc face à ce flot régulier, sans les pics et les creux qu'il attend, Le cerveau n'a qu'une seule conclusion possible. Ça va incroyablement vite. Il interprète la régularité comme de la vitesse pure. l'image de la mitraillette est très parlante, mais ça évoque quelque chose de
d'un peu monotone, non? Or, le français est aussi perçu comme très musical, très chantant. Très bonne remarque. La régularité du rythme, le ta-ta-ta, ça ne concerne que la durée des syllabes. D'accord. Ça n'empêche absolument pas les variations de hauteur, la mélodie de la phrase. Au contraire même, comme le rythme de base est prévisible, la mélodie peut vraiment s'épanouir par-dessus. Donc on a ce rythme de métronome et par-dessus, une courbe mélodique qui peut être très expressive. Voilà. Mais pour l'oreille étrangère, qui essaie d'abord de repérer les mots, c'est le rythme qui pose problème en premier. D'accord. Ce rythme de métronome explique le flow général, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des mots eux-mêmes, entre les mots? C'est souvent là qu'on est perdu. On n'entend aucune pause. Vous mettez le doigt sur le deuxième pilier de l'explication. La source appelle ça l'art de la fusion. La fusion. Oui, le français a des mécanismes qui, activement, vont gommer les frontières entre les mots pour les souder les uns aux autres. Ah, et quels sont ces mécanismes? Alors, le plus connu, bien sûr, c'est la liaison. C'est quand une consonne finale, normalement muette, Comme le S de lait? exactement, elle se réveille, elle devient sonore pour faire le pont avec la voyelle du mot qui suit. L'exemple classique, les amis. On ne dit pas les amis, On dit les amis. voilà. Le S saute sur le mot d'après pour créer une nouvelle syllabe, za. Ah, mais oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'en entendant «vous êtes ici», mon cerveau n'entend pas trois mots. Il entend un seul bloc, «vous êtes ici». C'est ça. La langue est conçue pour être entendue comme ça. Elle me piège activement, en fait. C'est fascinant. Le deuxième mécanisme, très proche, c'est l'enchaînement. Là, la consonne finale du premier mot est déjà prononcée. D'accord. Elle ne fait que glisser naturellement pour commencer la syllabe du mot suivant. Prenez « elle arrive ». On ne dit pas « elle rive Non, on dit «elle arrive». ». Le « elle » se rattache au « a ». C'est ça. Le L forme la syllabe la. Encore une fois, la frontière est effacée. Donc, liaison, une lettre muette s'active. Enchaînement, une lettre sonore, change de camp. Elle change de camp. C'est une bonne image. Mais le résultat est le même. On crée un flux ininterrompu. Et le troisième ? Le troisième, c'est l'élision. C'est le plus visible à l'écrit, avec l'apostrophe. Le arbre devient l'arbre. Je aime devient j'aime. Et à l'oral, ça supprime une syllabe, ça supprime une impulsion vocale, ça resserre encore plus le discours. Et quand vous mettez ces trois phénomènes ensemble dans une même phrase, On obtient une chaîne sonore. une chaîne où il devient très, très difficile pour une oreille non entraînée de savoir où un mot s'arrête et où le suivant commence. Donc on a un rythme de métronome qui crée le flux et cette fusion qui soude les maillons de la chaîne. Le tableau commence à être très clair. Mais il y a un autre aspect. Ça ne sonne pas juste fluide, ça sonne aussi dense. Dense, oui, j'ai l'impression que les gens essayent de faire passer une quantité énorme d'informations très vite. D'où vient cette sensation de bombardement ? C'est fascinant que vous disiez ça, parce que la source apporte ici l'élément le plus contre-intuitif de toute l'analyse. Ah oui, ce sentiment de densité, de bombardement, il ne vient pas du fait que le français contient beaucoup d'informations par syllabe. Il vient du fait qu'il en contient très peu. Pardon. Comment c'est possible? Si chaque syllabe contient peu d'informations, la langue devrait sembler diluée, lente. C'est le paradoxe apparent, mais c'est la clé. La source parle de densité informationnelle. La densité informationnelle. C'est la quantité de sens que chaque syllabe transporte en moyenne. Et il se trouve que le français a une densité informationnelle plus faible que l'anglais ou le mandarin, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut plus de syllabes en français pour dire la même chose. Essentiellement, oui, Donnez-moi un exemple concret, parce que là... bien sûr. Pensez à des mots très courts et denses en anglais. Work, une syllabe. Eat, une syllabe. D'accord. Les équivalents français, travailler, 3 syllabes. Manger, 2 syllabes. Courir, 2 syllabes. Pour la même information de base, le français utilise plus de matériaux sonores. Je vois. Une phrase simple. I'll call you back. 3 syllabes. Et en français, on dira « je te rappellerai », 4 syllabes. L'idée est la même, mais le véhicule sonore est plus long. D'accord, donc le français a besoin de plus de briques sonores pour construire le même mur de sens. C'est une bonne image. Mais alors, ça veut dire que si un francophone et un anglophone veulent dire la même chose dans le même temps, Le francophone n'a pas le choix. il doit parler plus vite. Il doit prononcer ces syllabes, qui sont plus nombreuses, à un rythme plus élevé pour garder le même débit d'information. Et là, tout s'assemble. C'est le cocktail explosif. On a les 3 éléments.
Premièrement, le rythme de métronome. Et deuxième question de vitesse de base. Deuxièmement, la fusion, liaison, enchaînement, qui crée un ruban sonore continu, Et troisièmement, cette faible densité d'infos. qui oblige les locuteurs à produire un très grand nombre de syllabes par seconde pour rester dans la course. C'est absolument vertigineux. Donc, l'impression de vitesse, ce n'est pas la cause, c'est la conséquence. La conséquence finale de toute l'architecture de la langue. On entend plus de sons par seconde, mais pas forcément plus d'idées. C'est la machine qui doit tourner plus vite parce que ses pièces sont plus petites. C'est une excellente métaphore. La perception de vitesse, c'est la fumée qui s'échappe d'un moteur qui tourne à haut régime, non par choix, mais par conception. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui apprennent le français, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On a démonté l'illusion, on sait maintenant qu'il faut se méfier de notre première impression. Tout à fait. Et ça nous donne une stratégie d'écoute complètement différente, beaucoup plus saine. C'est-à-dire? La prochaine fois qu'on entend ce flot de français qui semble nous submerger, au lieu de paniquer, d'essayer de chasser chaque mot, Ce qui est impossible. ce qui est voué à l'échec, on peut changer de posture, on peut décider d'écouter, comme un musicien. Écouter comme un musicien. Qu'est-ce qu'il écouterait, lui? Il n'écouterait pas le sens en premier. Il écouterait la forme, il essaierait de sentir ce rythme régulier, ce ta-ta-ta-ta-ta sous-jacent. D'accord. Il s'amuserait à repérer les liaisons, ces petits ponts sonores entre les mots, il suivrait la mélodie de la phrase. Et en faisant ça? En se concentrant sur la musique, on apprivoise la sensation de vitesse. On passe de « je suis submergé » à « ah, tiens, j'entends comment les sons s'enchaînent ». Ça transforme un mur de bruit en un paysage sonore qu'on peut explorer. J'aime beaucoup cette idée. Arrêter de lutter contre le courant et apprendre à nager avec. Accepter l'illusion pour mieux la comprendre. Pour terminer, cette analyse nous a forcés à regarder le français de l'extérieur. Et ça m'amène à une dernière pensée. Une question pour la route. Je vous écoute. On a compris pourquoi le français sonne si vite pour les autres. Mais du coup, ça nous oblige à nous demander quelles illusions est-ce que notre propre langue maternelle crée pour ceux qui l'écoutent? Ah, Si le français est la langue mitraillette, quel surnom est-ce qu'on donnerait à la nôtre? c'est une question fondamentale et une excellente conclusion. Chaque langue, avec sa musique propre, est une machine à créer des illusions. C'est vrai. Comprendre celle du français, c'est peut-être un premier pas pour développer une sorte d'empathie linguistique et imaginer ce que les autres entendent quand c'est nous qui parlons. Une belle façon de se rappeler que dans la communication, la perception de l'autre est aussi importante que notre propre intention.